L'argent ne sauvera pas la loi naturelle. C'est l'homme, c'est la femme. C'est le père, c'est la mère. Bonjour, je suis ex-secrétaire générale de la FAPEC et avant cela j'ai été responsable du comité de soutien JRE de Lyon et sa région. Je m'appelle Myriam, j'ai 25 ans et je suis étudiante. J'ai été, on va dire, pendant 8 mois, la collaboratrice, la plus proche collaboratrice de Farida Belgoul au sein des JRE. Oui, alors moi j'étais un des responsables JRE. J'avais commencé avec Farida Belgoul au tout début et voilà, donc moi j'ai démissionné assez vite. Au bout de 1 mois et demi, 2 mois de collaboration avec Farida Belgoul, j'ai démissionné. Alors je fais partie des gens qui ont démissionné en silence, hein. On est nombreux comme ça à être dans ce cas-là. Bonjour, donc je m'appelle Anan. J'étais co-responsable des JRE Marseille avec 2 autres collaboratrices. Donc nous sommes toutes les 3 démissionnaires à ce jour. Aussi, j'ai été responsable du pôle action concernant la FAPEC. Ces fonctions m'ont été données lors des assises au mois de juin 2014 pour m'occuper de tout ce qui concernait l'action au sein de la FAPEC. J'ai pris la responsabilité du mouvement JRE, donc Journée de retrait d'école, dans le nord de la France, donc toute la section nord. Donc mon boulot consistait à répondre aux appels des parents concernant la volonté de s'informer sur la réalité de ce commandateur de genre à l'école. Et donc voilà, j'ai organisé des réunions, des conférences. Le but était vraiment d'élever le niveau de conscience sur ce sujet pour permettre évidemment aux parents d'avoir un regard beaucoup plus précis et attentif sur ce qui se passait au niveau de l'école. La colonne vertébrale du coup de la JRE, c'était le comité Lille-Nord, Paris-Île-de-France, Lyon et Marseille. Voilà. Donc ça n'empêchait pas l'existence d'autres comités, on va dire sur tout le territoire, mais ceux-là étaient les plus actifs. C'est là où les personnes étaient déterminées, mobilisées et continuaient quelles que soient en fait les pressions. Et les personnes à la tête de ces comités étaient également, je dirais, les collaborateurs les plus proches en fait de Farida. Donc il y avait vraiment une relation de confiance totale. Voilà, on l'avait quotidiennement en ligne pour savoir où on en était, voilà, toutes les dernières informations et pour conseiller par rapport à certaines décisions importantes. Que nous avons travaillé, que ce soit Sébastien dans le Nord, Sonia sur Lyon, Hanan sur Marseille et tous les autres comités régionaux des JRE, ont donné énormément. Ce qui a, je dirais, amené à la situation de la rentrée, c'est que en juillet, il y a eu la première éviction d'un de nos membres qui était responsable du comité JRE de Lille, la région Nord. Donc Sébastien, qu'elle a nommé dans un de ses postes, elle l'a de façon, je dirais, arbitraire, évincé, dégagé quoi. À mon sens, en fait, sur des bases complètement dingues. Et ça ne méritait pas. Il s'était fait copieusement, je dirais, insulter. Il a été complètement jeté, culpabilisé. Mais pour rien. C'est-à-dire que Sébastien s'était donné, vraiment corps et âme
pour la cause. Il a noué en fait des relations dans toute la région pour informer les parents, enfin vraiment mobiliser un maximum les familles. L'aventure s'est arrêtée courant juillet, donc mi-juillet de cette année-ci, au moment où Farida Belgoul devait intervenir lors d'une assemblée régionale qui est celle du Nord-Pas-de-Calais, dont je faisais partie, donc l'assemblée régionale évidemment de ER. Il était convenu avec différents militants et responsables de ER qu'elle puisse venir parce que j'avais constitué un réseau de personnes assez intéressant, notamment les directeurs d'école, même les directeurs d'école à la frontière, donc en Belgique et en France, qui voulaient absolument faire partie avec Farida d'un mouvement d'opposition à ce qui se mettait en place au niveau de l'éducation nationale. Et donc j'avais prévu un repas avec elle le midi, puis évidemment l'après-midi on était censés tous assister à la conférence d'Alain Soral et de Farida Belgoul, et il se trouve qu'elle a refusé de venir. Il fallait implicitement que je fasse un choix entre le mouvement Égalité et Réconciliation et que JRE, parce que c'était pas complémentaire en théorie, et que voilà, tout le mouvement ER était préjudiciable à long terme pour les JRE, chose que j'ai évidemment refusée, en indiquant qu'il n'y avait pas de camp, surtout dans la dissidence, et elle a essayé de me faire culpabiliser en me disant que suite au fait que j'ai fait une interview d'ailleurs assez rapide avec Alain Soral pour Méta TV, en me disant que j'étais un traître et que les gens aussi autour d'elle considéraient que c'était le cas, et que si je voulais éventuellement me rattraper, il fallait que j'aille chez elle et qu'on en discute. Donc une façon très simple de vouloir m'asservir et de me rendre encore un peu plus docile. L'éviction de ce collaborateur est arrivée l'éviction donc de Myriam. Myriam l'avait dépannée à un moment où elle en avait grandement besoin, en fait, d'une somme d'argent. Et tout d'un coup, eh bien, elle conditionnait le remboursement de cette dette à Myriam à tout un tas de paramètres, mais qui n'avaient rien à voir avec Myriam. Donc, ça a créé quand même un conflit, ce qui est tout à fait normal. Entre-temps, pareil, à nouveau éviction d'un couple de personnes âgées qui ont énormément fait aussi pour la JRE et pour la FAPEC. Là aussi, incompréhension totale. Et alors, je vous dis, toutes ces évictions, c'est entre mi-juillet et fin août. Donc, c'est ça qu'il faut remettre en perspective. C'est-à-dire que ça a été fait dans un laps de temps très court pour des motifs vaseux et vaseux, injustes, c'était expéditif. Et par contre, les choses essentielles sur lesquelles elle aurait dû passer son temps et son énergie n'ont pas été en fait menées à bien. Voilà. On était un peu tous de plus en plus agacés, voire même un peu plus par les attitudes de Farida Belgoul. Donc ça a empiré quand ses accusations et sa manière de déjecter un petit peu des personnes s'est rapproché vers des collaborateurs de plus en plus proches. Et cet été, donc en juillet, donc sa colère s'est abattue contre un de nos proches collaborateurs qu'elle a accusé de vol, d'escroquerie, mais attention, tenez-vous bien, d'être un indicateur de police, alors qu'il est rentré il est rentré dans sa vie avant la JRE. Donc ça pouvait pas être Valls qui l'avait envoyé, voilà. Donc ça a commencé à ce moment-là et elle m'a accusé également de complicité. Profitant de cette situation pour ne pas me rendre, chercher à ne pas me rendre ou à retarder la restitution d'une somme d'argent importante que je lui avais prêtée pour la tirer d'affaire. Elle m'envoie donc un premier mail où elle commence les hostilités. Et à la suite de ça, s'ensuit un échange assez long, etc. Et elle décide de faire un post public, rendant donc une affaire qui était totalement privée publique, le fameux post tout cocoué mi filii, évoquant une histoire de trahison. Elles avaient eu un gros différend qui aurait très bien pu se passer en interne sans que nous soyons nous-mêmes au courant, c'est-à-dire les gens les plus proches de Farida, les collaborateurs les plus proches. Ça aurait très bien pu se régler entre elles. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce que en fait Farida, comme à son habitude, a pris, avant d'arranger les choses à l'amiable, a pris son téléphone et a commencé à appeler tout le monde en disant que Myriam était ci, ça, qu'elle la faisait chanter par rapport à ça. Et puis en ayant donc ensuite les tenants et les aboutissants,
et les aboutissants, pardon. Sonia, moi, Anan et Brigitte de Lyon, une dame de 76 ans. L'avons appelé à régler ça à l'amiable parce qu'on se rendait compte que si ça se calmait pas, Farida était bien partie pour le raconter à la France entière par tous les moyens possibles. Elle était décidée, elle passait des heures au téléphone pour raconter cette histoire du différend entre Myriam et elle-même. Évidemment, dans les échanges de mails, j'ai évoqué toutes les choses, toutes les attitudes et les comportements négatifs qu'on a vus chez elle, et donc pour la mettre face à ses contradictions et lui montrer ce qui nous dérangeait chez elle. Alors évidemment, déni complet, etc. Donc à la suite de ça, comme elle a décidé de rendre cette affaire publique, je me suis dit je peux pas laisser faire ça, je peux pas laisser non plus des fausses informations se faire relayer. J'ai décidé de transférer ce mail uniquement aux personnes proches de la JRE qui m'avaient connue, donc qui risquaient de me prendre pour une traître, etc. Et aux personnalités qui tenaient au demeurant des médias et qui donc étaient susceptibles de relayer ces mensonges. À la suite de ça, un certain nombre de personnalités m'ont contacté, des comités locaux aussi. Et donc ils ont cherché à en savoir plus, tout simplement. Et finalement, en fait, la plupart m'ont dit, ça a été comme des flashs. On a clairement reconnu la personnalité destructrice de Farida. Farida a décidé d'envoyer un mail à Myriam. Et ce fameux mail, en fait, finissait par et je m'en vais de suite divulguer à tous les personnalités qui ont participé à la JRE, donc c'est-à-dire tout son calepin, qu'elle allait donc calomnier. Clairement, c'était ça. Donc Myriam. Auprès de tout le monde. Donc à ce mail-là, forcément, Myriam a répondu. Et de là, ça en est suivi une correspondance, on va dire, longue, de longs échanges. Et au fur et à mesure, on a commencé en fait à avoir le contenu de ces échanges-là. Et là, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Là, on se retrouvait vraiment dans une histoire de fou. Enfin, vraiment, on avait le masque Farida Belgoul, femme intègre, courageuse, pour la cause, enfin tout ça, mais qui s'effritait complètement. Donc Myriam proposait aux personnes qui recevaient ces fameux mails, parce qu'à un moment donné, il y a eu comme un deal, c'est-à-dire c'est soit tu me rends mon argent, tu laves mon honneur, puisqu'elle avait fait un post incriminant en fait Myriam avec un collaborateur, tout ça, bon bref, soit elle réparait tout le mal qu'elle avait fait, soit Myriam, comme Farida l'avait annoncé, divulguait elle aussi de son côté sa version des faits à toutes les personnalités de la JRE. Donc Farida a répondu je ne réponds pas au maître chanteur comme si c'était du chantage, et là donc du coup Myriam a envoyé à toutes les personnes concernées par la JRE et la FAPEC ces échanges de mails pour qu'ils soient au courant de la situation, et elle laissait donc son numéro de téléphone pour toute personne qui souhaitait avoir des informations complémentaires. Et à partir de là, donc des personnalités ont contacté Myriam, des personnes en fait de la JRE FAPEC également. Et c'est là où les gens, en fait, ont commencé à faire le lien de certaines réactions de Farida, eux n'avaient que des bribes chacun de leur côté. Et là, au final, le puzzle se mettait en place. Et c'est ce qui a progressivement amené les gens à se poser de vraies questions sur quelles sont les réelles motivations de Farida. Est-ce qu'elle vit pour la cause ou est-ce que c'est la cause qui la fait vivre ? Moi, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait déborder carrément. Là, j'ai vu la vraie Farida Belgoul. C'est quand je lui ai dit, Farida, en pleurs, c'est-à-dire que mes larmes coulaient, elle me voyait pleurer. Je lui ai dit, Farida, tu es en train de faire couler le bateau de la FAPEC. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, la FAPEC, je n'en ai rien à foutre. Je vais régler le compte à Amir, son collaborateur avec qui elle s'est disputée. Tout ça, et rendre le compte à Myriam, pardon. Et je vais donc faire ce post, tuto coméphilie, toi aussi mon fils. Au début, elle pensait que je pleurais, parce que ça me dépassait, parce que j'avais un peu tout ça, et elle me disait, mais t'inquiète pas, on va les avoir, on va les...
Je dis, mais Farida, ce n'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce que je suis en train de voir le bateau de la FAPEC couler. Et comme je vous l'ai dit, elle m'a dit, je n'en ai rien à foutre. Excusez-moi pour le terme, je n'en ai rien à foutre, c'est les mots de Farida de la FAPEC. Donc là, je me suis dit, ok, là, ça y est. J'étais chez elle encore 2 jours après, mais c'était, ça y est, la Farida Belgoul que je respectais, que je suivais, c'était, voilà. En une seule phrase, j'ai vu qui elle était réellement au grand jour, j'ai vu le masque tomber, mais sous mes yeux. Des calomnies ont été écrites, diffusées, et finalement ont abouti à Égalité et Réconciliation. Et Égalité et Réconciliation a trouvé qu'il était judicieux de publier un texte qui appelle à une prétendue, enfin qui informe, pardon, d'une prétendue démission collective des membres de la JRE et de la FAPEC, je n'étais pas au courant, et qui de surcroît appelle au lancement d'une nouvelle organisation. Ça, ce qui est très grave, en arabe, ça s'appelle la fitna, ça veut dire la division, c'est-à-dire que c'est éminemment l'acte de l'adversaire. Celui-ci portant un grand A, on voit de qui je veux parler. Et le plus drôle, c'est que Farida Belgoul, porte-parole de la JRE, présidente officielle de la FAPEC, n'est au courant de rien. Aucun des protagonistes qui ont lancé ce texte publié par Égalité et Réconciliation le 13 octobre n'est venu m'en parler, ni m'écrire. Donc j'ai découvert qu'il y avait une scission de mon organisation sur le site d'Égalité et Réconciliation. Vous vous rendez compte? Et les signataires... Personne ne vous a prévenu, ni personne, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de coup de fil, il n'y a pas eu de mail. Alain Soral a publié comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, ce communiqué, sans que je n'en ai jamais été informé. J'ai reçu en accusé-réception, quelques jours avant la publication sur ER, de ce communiqué, leur démission, et je suis tombé de haut. J'ai reçu en accusé-réception, quelques jours avant la publication sur ER de ce communiqué, leur démission, et je suis tombé de haut, sans aucune discussion amicale avec moi. Alors que nous en étions restés fin juillet à des rapports, je dirais, affectueux. Elle a été avertie par mail, parce que de toute façon on est arrivé à un point où la discussion avec elle était impossible. C'est-à-dire, à part s'entendre parler pendant 2 à 3 heures au téléphone et à ressasser sa version des faits contre les uns les autres et autres, bon, ça devenait insupportable. Et malgré nos rappels à l'ordre, à la raison et autres, elle ne voulait rien entendre. Donc, elle a été avertie par mail que donc nos courriers recommandés allaient lui parvenir. Et ça, c'était début octobre. C'est-à-dire, il y a eu l'annonce en fait du fameux Pax. Je dirais, bon, c'était le week-end, le lundi, le courrier partait, quoi. Voilà. Donc, en faisant partir les courriers en recommandé, donc c'était autour du 6 octobre, elle a eu droit aussi à un mail où on lui souhaitait d'ailleurs bonne continuation, un mail de tout ce qu'il y a de plus correct, et en lui disant que pour nous, l'aventure s'arrêtait là et qu'on lui souhaitait bonne continuation. Voilà. J'ai été dégagée en 84 lorsque, sur la place de la République, devant 80 000 personnes, j'ai remis en cause et condamné l'antiracisme et donc le Parti socialiste et les gauchistes. En 2008, on m'a encore dégagée.
parce que j'ai voulu dénoncer le fait que l'école était devenue autre chose qu'une école, qu'on n'y apprenait plus à lire et à écrire et à compter convenablement. Et aujourd'hui, on veut encore me dégager. Moi, j'étais régulièrement en relation avec elle par téléphone ou par mail. Et je me rendais compte qu'elle passait d'une intrigue à une autre, c'est-à-dire avec toujours des personnes différentes, elle était toujours en guerre avec tout le monde, et des fois sans raison, je dirais, vraiment valable. Donc tout le temps que prenait en fait les stratégies, les règlements de compte, ces règlements de compte avec des personnalités ou des personnes anonymes, prenait énormément de temps, et d'énergie, du temps au final qui n'était pas du tout consacré en fait à la cause. Ça pouvait être oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui, j'ai reçu ça, j'ai vu ça, t'as vu ce qu'il a dit et il m'a pas dit. C'était que de la polémique qui ne valait rien dire, qui ne voulait rien dire et nous en attendant, on perdait notre temps. Ne serait-ce que pour le programme, j'ai dû la relancer pendant 2 semaines, tous les jours. À la fin, j'ai compris que non, il n'y avait pas de volonté. Ça, c'est un truc dont je peux témoigner. Chaque fois qu'il y a eu le moindre petit souci avec une autre personnalité, c'était des coups de fil à un tel, à telle personnalité. Et je pense que nous, on n'a jamais reçu de coup de fil de telle personnalité qui nous disait j'ai eu un problème avec tel autre responsable d'association. Donc la situation, pour moi, a commencé vraiment à dégénérer à partir du mois de mai, où Farida en fait multipliait les conflits avec les uns, les autres. Elle était dans des stratégies perpétuelles d'alliance, de rupture avec que ce soit des personnalités ou des anonymes. Et donc là, ça devenait problématique parce que on n'avançait plus vraiment sur le concret en fait de la cause. Mais elle passait beaucoup de temps en fait au téléphone, à appeler les uns, les autres, à lancer en fait des calomnies ou entretenir en fait une tension perpétuelle et à toujours essayer de se trouver en fait des soutiens. Voilà. Dès qu'elle était remontée contre quelqu'un, hop, elle faisait le tour de son calepin téléphonique pour se plaindre, pointer du doigt telle personne, la charger, afin d'obtenir en fait le soutien et la condamnation totale de la personnalité ou je sais pas, de l'anonyme qui était connu en fait dans notre cercle, afin qu'il y ait vraiment une rupture radicale qui se fasse avec la personne. Donc ça a commencé à partir du mois de mai, et ensuite ça n'a jamais cessé. Donc chaque semaine ou tous les 15 jours, il y avait un problème. Donc elle passait des heures et des heures là-dessus. Et du coup, elle n'avançait pas du tout sur la cause. Moi, j'avais totalement confiance en elle. Donc elle me disait, oui, mais toi, tu ne sais pas, ça c'est la vitrine, tu vois que le travail est relayé, tout ça sur ces sites. Mais en coulisses, ce sont des personnes qui cherchent à me nuire. Elle était en fait finalement, avec du recul, pour moi c'est du délire de persécution, quoi. Parce que pas une seule fois je n'ai vu ou senti de mon côté en fait une hostilité quelconque de la part de ces personnalités qui ont soutenu ou relayé l'information depuis le départ, quoi. Bon, à force d'intrigues, de drames, de conflits, on se rendait compte que c'était cette fameuse perte de temps et d'énergie inutile en fait pour la cause, et tout en ayant confiance en elle et en l'écoutant, parce qu'on sentait qu'elle avait quand même besoin de dire toutes ces choses-là, on lui conseillait en fait, et je lui conseillais personnellement, puisqu'on était quand même assez proches et qu'on avait une relation assez privilégiée, moi je lui conseillais de faire la sourde, de continuer ce qu'elle avait à faire, de mettre toute son énergie et son temps en fait pour la cause, et laisser en fait les intrigues de côté. Voilà, de pas tenir compte de ce qui pouvait être éventuellement fait, parce que des fois c'était des supputations, puisque des preuves matérielles il n'y en avait pas en fait. Mais c'était ce que elle transmettait à travers ses coups de fil et autres, quoi.
à des complots, voilà, toujours pour nuire, lui nuire, mais à travers elle, nuire à la GRE, à la cause. C'est que quand on est dans la fédération, en fait, qu'on est impliqué, qu'on est très proche d'elle, on lui excuse beaucoup de choses. On lui excuse beaucoup de choses, pourquoi? Parce que il y a le combat. Ce combat qui nous prend vraiment aux tripes, du moins à nous, parents. Donc, en sortant de là, de la fédération, j'ai reconstitué le puzzle et je la décrirais en fait comme une manipulatrice, comme une menteuse, comme une dame qui, à la limite, est très intelligente, mais de son intelligence, elle en fait que des choses mal. Elle manœuvre assez bien, puisque on s'aperçoit qu'elle vous donne un ordre, un contre-ordre, et puis elle vous voit, elle vous observe, hein, vous débattre entre ces ordres et contre-ordres. Dans la même journée, elle est capable de vous dire voilà ce que tu devrais faire, et puis le soir même vous dire mais pourquoi tu as fait ça, mais c'est n'importe quoi, t'arrêtes tout de suite, ça n'a aucun sens, tu ne fais pas ça, et de manière très très virulente. Hein. Si on a l'esprit qui est un peu faible comme ça, on est très très déstabilisé. Elle est capable aussi de vous donner une vérité et une contre-vérité. Elle vous dit quelque chose et dans la même conversation, elle vous dit le contraire. Et si vous n'êtes pas capable de relever effectivement qu'il y a un problème entre les deux choses, ça lui permet d'une certaine façon d'évaluer que votre esprit critique. Elle sait comme ça si elle a affaire à quelqu'un pour qui tout va passer, hein, à qui on peut tout dire, on va lui faire avaler toutes les couleuvres possibles, et si au contraire elle a quelqu'un qui fait attention, qui est un petit peu, qui garde son esprit critique, qui est capable de réfléchir à ce qu'elle dit. Et donc elle fait des choses comme ça assez régulièrement. Au début, elle est très avenante, donc très souvent la démarche est la même, c'est-à-dire qu'on prend contact avec elle par mail à la boîte mail JRE officielle. C'est elle qui répond, ce qui est quand même inhabituel dans aucune autre organisation. Vous verrez le président vous répondre personnellement. Elle répond et très très vite, après quelques échanges, elle vous donne son numéro privé, perso. Après quelques échanges encore ou quelques coups de fil, elle vous propose carrément de venir chez elle. Donc très très vite, elle donne confiance aux gens. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, l'étau se resserre, parce qu'au début, évidemment, elle est très gentille, toutes vos idées sont géniales, elle vous écoute, limite même, elle vous privilégie par rapport à ses collaborateurs qui sont sur place, qu'elle n'hésitera pas à humilier devant vous. Et au bout d'un moment, vous verrez qu'elle sera de plus en plus sèche, de plus en plus sévère, elle commencera à vous critiquer, elle commencera à vous humilier, elle vous donnera tort, même si vous essayez de la ramener à la raison, même si vous... Et ce qui va être aussi choquant pour vous, si vous le remarquez bien, c'est qu'elle va avoir des propos contradictoires. Elle va dire une chose et elle va dire son contraire, et elle va jauger comme ça votre degré de réaction. Et moins vous réagissez, évidemment, plus elle pourra se permettre de vous manipuler. Elle manie très bien le verbe, par exemple, mais elle ne sait pas s'en servir. Elle ne sait pas s'en servir à part pour diffamer un tel ou discréditer les gens. Elle arrive à manier le verbe pour des choses négatives. La seule chose qu'elle arrive à faire, c'est de faire en sorte que les gens soient après, soit derrière elle. Elle arrive à les atteindre avec leurs différentes priorités morales. C'est-à-dire comme moi, elle va me dire, elle va me parler de l'islam, des choses comme ça. À d'autres, elle va leur parler je sais pas moi, de l'enfance maltraitée. À d'autres, elle va leur parler du catholicisme. À d'autres, elle va se servir de tout ça, en fait, pour amadouer les parents, et puis pour qu'on se sente au plus proche d'elle. Donc la convergence de toutes les forces vives pour une cause, et en particulier pour défendre la loi naturelle, est une constante chez moi. Et c'est parce que j'ai ce souci de l'autonomie pour assurer une authentique convergence, car il n'y aura pas de convergence sans indépendance des partenaires. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas confondre la convergence d'hommes libres avec la soumission de gens enchaînés. La convergence se définit par nature comme un événement qui permet à des hommes libres de se rejoindre les uns
les autres, à des hommes libres de se rejoindre les uns les autres pour une cause qu'ils partagent en commun. Et quelle cause partageons-nous le plus aujourd'hui, si ce n'est celle des enfants qui sont en danger? La question qui se pose aujourd'hui, c'est mon salut, le salut de ceux que je touche, le salut des enfants dont les parents aujourd'hui sont mobilisés grâce à mon action et qui vont effectivement être ceux qui pourront monter sur l'arche de Noé. Ce qui m'étonne énormément, c'est le décalage qui existe concrètement entre la façon dont elle met en avant sa foi, sa spiritualité, sa dimension verticale, et d'un autre côté, comment elle se soucie peu de faire souffrir les gens, de les humilier, voilà, de les manipuler énormément. Et c'est un peu ça qui est un contraste saisissant entre la prétention de vouloir se battre pour Dieu au niveau du public, et à la fois, d'un autre côté, la non-culpabilité, le fait de ne pas avoir de conscience de l'autre et d'empathie aucune pour les gens qu'elle fait souffrir tout au long de la journée, parce que c'est pas un épiphénomène, c'est un comportement régulier. Alors, pour préciser aussi quelque chose, les gens qui vont avoir tendance à observer que son attitude en conférence, quelqu'un de la majorité finalement des personnes qui vont la suivre, je peux parfaitement comprendre qu'ils sont à des années-lumière d'imaginer ce que peut être Farida Belgoul en réalité. D'ailleurs, même moi, j'étais dans le déni, j'ai refusé de voir ça en espérant que c'était une période, c'était vraiment temporaire et qu'à terme, ça finirait par disparaître et que c'était juste la pression qui conditionnait une attitude agressive, manipulatrice et oppressive. Et en réalité, non, sur la durée, ça perdurait, c'était pas momentané ni partiel, c'était voilà, une caractéristique de son tempérament. Alors la personnalité de Farida Belgoul, il y a beaucoup à dire. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai démissionné assez vite. C'est quelqu'un d'extrêmement dictatural. C'est quelqu'un qui est très directif, qui n'autorise pas la moindre contestation, qui gueule, qui parfois est souvent vulgaire, très très vulgaire. Hein, ça fait fuir pas mal de gens, notamment des musulmans. Hein, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui défend des valeurs et puis qui parle comme une fille des quartiers. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Vraiment, un langage qui est ordurier, au quotidien, elle est ordurière. Et puis, elle est très très emportée, on pense qu'on parle, elle est calme, et puis au cours de la conversation, elle explose complètement, elle humilie la personne qu'elle a en face de soi. Bon, quand on n'est pas préparé, ça fait un choc. Mais on se dit, bon voilà, on se dit, c'est pas tout à fait de sa faute, hein. Bon, elle est sous la pression. Question de l'antiracisme, il a dit que je n'étais pas musulmane. Or, je suis musulmane, et non seulement musulmane, mais pratiquante. La première personne qui passe 2 jours avec moi sait que je suis musulmane. Donc à peu près, bon, pour moi, elle dit que les gens qui ont passé plus de 2 jours avec elle pourront témoigner qu'elle est musulmane et pratiquante. Donc c'est dire à elle. Mais il s'avère qu'en fait, Farida Belgoul n'est pas, comme elle le prétend, une musulmane pratiquante. Je suis là pour en témoigner, plein d'autres sont là pour en témoigner. Elle n'est pas une musulmane pratiquante, parce que j'ai passé plus de 2 jours avec elle, je ne l'ai jamais vue faire ne serait-ce que sa prière, ses 5 prières quotidiennes. En fait, Farida Belgoul, c'est simple, c'est une musulmane quand ça l'arrange, et c'est une laïque quand ça l'arrange, c'est-à-dire que quand elle va parler avec des catholiques, ça va être une laïque, une catholique, elle va parler des saints, tout ça, ça va lui plaire. Et quand c'est une musulmane, quand elle est avec des musulmans, elle va parler de l'islam. Elle va parler de l'islam dans le sens où, comme elle a déjà fait, cette année j'ai pas d'argent pour faire la zakat, est-ce que vous pouvez m'attribuer la zakat, tout ça. Bon, je me demande si c'est une blague. Je pense que bon, bah c'est un mensonge. C'est un mensonge. Quand elle dit qu'elle est musulmane pratiquante, c'est faux. En 8 mois, j'ai dû la voir prier peut-être 2 fois, 3 fois à tout casser. Et encore, une des fois, c'était parce qu'il y avait une personnalité musulmane qui avait demandé à prier. Donc elle s'est dit, oui, je vais prier aussi. Donc c'est absolument faux. Et d'ailleurs, plusieurs personnes, dont son webmaster actuel, lui a fait remarquer, Farida, faut prier, sans la prière, on peut rien faire, etc., etc.
Elle utilise donc la question de l'islam, de la religiosité et donc d'une manière globale des principes moraux des personnes pour évidemment les attirer à elle, se présenter comme une personne vertueuse et en même temps évidemment manipuler. Je veux dire, c'est une manière de toucher les personnes dans ce qu'ils ont de plus cher, notamment leur foi, pour faire tout simplement une sorte d'abus de confiance. Moi, je l'ai accueillie. Hein. Elle a passé la journée et le lendemain une bonne partie de la journée et je l'ai pas vue une seule fois faire l'odo. Hein. Je l'ai pas vue se prosterner, je l'ai pas vue se tourner vers la Mecque une seule fois. Donc pratiquante, il faudrait peut-être qu'on explique à cette dame ce que ça veut dire pratiquante. Elle n'est pas une musulmane pratiquante. Elle s'adapte. Si elle a une personne en face d'elle qui est juive kabbaliste, hein, eh ben elle va devenir juive kabbaliste. Hein. C'est quelqu'un, c'est un vrai caméléon. Une personne qui vous dit devant vous que le Coran a été mal fait, surtout sur la loi islamique, pour moi, ce n'est pas une musulmane pratiquante, donc je ne pratique pas la fitna. Je ne pratique pas la division. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est bien beau de vouloir caresser dans le sens du poil toute une population qui ont porté les JRE. Il faut que les gens sachent que c'est les catholiques et les musulmans pratiquants qui ont porté les JRE. Et lorsqu'on vous dit que le Coran, le Saint-Coran a été mal fait, je ne me reproche en rien de dire ce que je dis là maintenant. À la limite, par souci de conscience, je me dois de le dire. C'est comme si je voyais un pickpocket en pleine action, se faire voler, en train de voler une dame âgée, et que moi je l'arrêtais pas. Quitte à en prendre tous les coups du monde, je l'arrête, pour que la vieille dame soit pas volée par ce pickpocket. Moi je le vois, donc je l'arrête. Mais là, Farida, je mets terme à ton mensonge. Tu n'es pas une musulmane pratiquante, tu critiques l'islam. Tu m'as dit ouvertement que tu préférais la prostituée qui va donner son cul plutôt que le musulman qui fait 5 fois ses prières par jour à la mosquée, qui dit Bismillah, Bismillah, Hamdoullah, Hamdoullah, comme tu l'as dit, et qui met son enfant à l'éducation nationale. Ça ne peut plus être toléré, donc je le dis au grand jour. Au moins, moi, maintenant, je m'en irai avec la conscience tranquille par rapport à ça. Parce que c'est un vol de conscience que tu es en train de faire, un vol de morale. Tu es une imposture par rapport à ça. Tu ne l'aurais jamais dit. C'est comme ma voisine, elle dit... Elle est musulmane, elle est pratiquante ou elle n'est pas pratiquante. Chacun sa vie. Mais là, tu le dis. Tu mens. Le soir de sa fameuse conférence aux nuits du Ramadan. Donc ça a été une soirée que nous on attendait avec impatience. On se réjouissait vraiment en fait de la voir intervenir auprès de ces centaines de musulmans présents à cet événement. Et malheureusement, ça s'est vraiment pas du tout passé dans les conditions qu'on espérait, quoi. Donc, elle a eu un comportement, je dirais, déplacé, irrespectueux. Elle était odieuse, faut dire, son comportement méprisant. On sentait que, enfin, sa fameuse phrase, oh là là. J'aimerais mieux être ailleurs qu'au milieu de musulmans à barbe et de femmes voilées. Donc, faut savoir qu'elle a j'irai pas jusqu'à une haine, mais vraiment un rejet pour les femmes musulmanes voilées, clairement. Donc les hommes à barbe, voilà. Ça va avec. Pour la conférence, il était prévu qu'elle la fasse en fait en extérieur pour pouvoir toucher un maximum en fait de monde, parce que c'était un espace ouvert et avec des centaines de personnes. Elle nous a fait un caprice. Elle ne voulait pas, donc il a fallu que notre collaboratrice qui était en relation avec les organisateurs de l'événement se décarcasse pour lui trouver un autre lieu. En se pliant tous ses désirs, rien n'avait de grâce à ses yeux, quoi. Tout était pourri, tout était nul. Le stand, nous on était heureux de lui montrer justement sa décoration, les gens qui pouvaient y venir. Et non,
Elle ne cherchait même pas le contact avec les parents qui étaient venus au stand après sa conférence, après son intervention. Elle joue énormément de cet aspect-là pour rendre les gens complètement acquis à sa cause, ce qui peut être bien parce que la cause qu'elle menait était forcément louable, valable et à mettre en avant. Mais d'un autre point de vue, dans le privé, elle se servait en fait de l'admiration que certaines personnes lui portaient et de leur estime pour rendre les gens totalement sérieux. C'est-à-dire qu'elle usait d'agressivité, elle usait de vulgarité, de critique. Et bien souvent, si on connaît un peu la psychologie de base, au plus on va être méchant avec quelqu'un, au plus on va l'oppresser, au plus il va admirer l'oppresseur en fait. Et il se sert énormément de ce processus-là, ce procédé-là, pardon, pour rendre les gens tout simplement serviles autour d'elle. En pleine guerre en Palestine, en plein bombardement au phosphore, Madame Belgoul, vous êtes en lien via Skype, via mail, avec un rabbin kabbaliste en plein bombardement en Palestine, sur des terres colonisées. Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qui est le plus condamnable? La lettre d'un minot de 22 ans? Ou vous qui correspondez avec un rabbin sioniste, kabbaliste, en pleine guerre et bombardement en Palestine, pendant que des milliers de personnes meurent, des enfants, alors que les gens du monde entier sont dehors jusqu'à l'Alaska pour déplorer cet acte-là. Les vrais colons dans ce monde sont les gens avec qui vous avez dialogué en plein Ramadan, en pleine guerre, en plein bombardement, à Tel Aviv et en Israël. Il aurait été intéressant pour les journalistes présents sur place de lui demander les relations qu'elle entretient par exemple avec un certain David Lelouch. Hein, David Lelouch, kabbaliste, manipé au vol, qu'est-ce qu'elle fait avec ce garçon-là? Elle travaille pour des réseaux dont on aura forcément un jour connaissance, puisque les accusations perpétrées contre moi n'ont pas d'autre objectif finalement que de détruire la fédération dont je suis la présidente. Un des aspects de sa personnalité qui a également dérangé beaucoup de monde, c'est le côté un petit peu paranoïaque, délire de persécution. C'est à la fois visible sur son site par les derniers posts qu'on peut voir, c'est toujours quelque chose vs Belgoul, quelque chose vs Fapec, ou machin s'attaque à la Fapec, machin s'attaque à Farida Belgoul, mais il y a aussi en privé systématiquement des craintes d'attaque. Par exemple, elle disait que Rémi Dayès attribuait l'invention de la JRE. Elle disait que Albert Ali voulait lui voler le raid. Elle disait que Salim Labi était